Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro sur TV78 de Si on parlait sport, l'émission à ne surtout pas manquer sur vos écrans ou en podcast. Si vous êtes un passionné de sport local, aujourd'hui il y aura comme toujours des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur comme toujours pour m'accompagner. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau et ils sont en pleine forme comme toujours. Présentation en musique. On commence à ma droite, c'est un véritable combattant, il donne toujours le meilleur de lui-même. On le surnomme dans cette émission le gladiateur, mais on peut aussi l'appeler le Georges Clooney yvelinois. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous pendant une heure. Forme et bonheur. Comment allez-vous, Pierre ? Salut les amis, ravi d'être là et en pleine forme, comme vous l'avez rappelé, pour une actualité, je pense, très chargée. Malgré ce temps maussade sur l'Île-de-France et sur les Yvelines, mais on est prêt. Mais c'est bientôt la Saint-Valentin. Oui, ça c'est vrai. Et il y a du positif. Et d'ailleurs, pour fêter ça, il y a un beau match de foot le même soir. Alors on continue à gauche, musique. Vous reconnaissez sa musique, on l'adore comme un bon plat de pâtes carbonara, on l'adore comme une pizza napolitaine, on l'aime comme un spritz au coucher du soleil de Sienne. Notre Italian lover Grégory Canale est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël, bonjour Pierre, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Plat de carbonara plutôt pour moi. un petit spritz au coucher du soleil, c'est sympa. Un petit spritz, c'est toujours sympa au coucher du soleil. Avec modération, bien sûr. À Venise, pourquoi pas. Avec modération. Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va très bien, ouais. Là, voilà, on est dans le dur de l'année. L'hiver commence à arriver peut-être à son terme. Il reste un mois avant le printemps. Donc là, on est vraiment dans le dur, mais on ne lâche rien. Et je sais que vous êtes très content de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Bah oui, c'est un rêve qui devient réalité. On en parlait depuis un an. Au début, on n'y croyait pas vraiment. Et là, ça y est, les deux légendes s'associent. Même si Lewis Hamilton est plutôt sur la fin de sa carrière, on espère pour la Ferrari un retour au sommet. On leur souhaite en tout cas. On repasse de l'autre côté. Musique, il nous vient tout droit du sud-ouest. Il est né à Pau. C'est un passionné de rugby. C'est un très grand fan de l'équipe de Nouvelle-Zélande, comme on peut l'entendre. C'est sa deuxième titularisation d'affilée dans cette émission. Nicolas Dandry est avec nous pendant une heure. Comment allez-vous ? Très bien, écoutez, on est au lendemain de la fête nationale de Nouvelle-Zélande. Le 6 février 1840, il y a eu la signature d'un accord entre les Britanniques et les Maoris. C'est ce qui a permis aux Maoris d'être acceptés dans cette société. Voilà. Petite anecdote comme je voulais dire, on élève un peu le débat dans cette émission avec Nicolas Dandry. Il y en a besoin quand même. Il y en a besoin, effectivement. On termine de l'autre côté. Musique, vous reconnaissez sa musique. C'est un monument, un pilier de cette émission. C'est une vraie star. Il est aussi influent que la chanteuse Taylor Swift. Les cheveux en moins. Notre rockstar Jean-Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous pendant une heure. Comment allez-vous ? Ça va très bien, bonjour à tous. Là, on va redescendre un peu les débats, puisqu'on les a élevés. Ouais. On va les descendre maintenant. Moi, ça va très bien. Je ne sais pas qui c'est la chanteuse. Taylor Swift. Je connais pas tous les. Je les connais pas tous. Je crois que Pierre connaît bien et on verra. Je connais pas les remplaçants. Je voulais juste faire un petit bisou à ma maman qui se remet d'une opération importante. Et on l'embrasse. Voilà. On l'embrasse. Mais elle remplit des stats Taylor Swift comme Jean. Oui, exactement pareil. Voilà, 80 000 personnes vous attendent à l'extérieur du studio, comme Taylor Swift. Je veux voir qui c'est quand même. Alors, avant de passer au programme de l'émission, on va parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. La piste de BMX située à côté du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va être retravaillée. Les équipes ont commencé des travaux cette semaine. L'objectif est de transformer la piste pour veiller à l'équité entre les futures nations engagées et ne pas privilégier la France. Les travaux vont durer pendant les 4 prochaines semaines. Alors, votre avis sur ce remodelage ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour l'équité, on valide ? Vous validez pas spécialement, Jean ? Je suis partagez aussi. Partagez. Bon, allez, on va faire un petit tour de table. Polémique. Alors, pourquoi, Pierre ? Polémique, ça me fait penser au choix de l'équipe de France de rugby pendant la Coupe, avant et pendant la Coupe du Monde de 2023, qui s'est terminée l'an dernier, de ne pas choisir Marcoussis pour les mêmes raisons. On fait... Pour les soucis d'équité. Voilà, souci d'équité en disant qu'il ne faut pas que le pays hôte soit avantagé en travaillant sur ses propres installations. Mais je pense que pour le rugby comme pour le BMX, on doit être les seuls pays hôtes organisateurs à opter pour cette phase d'équité. Alors c'est bien pour la grandeur d'âme, pour l'esprit de Pierre de Coubertin,
très bien pour ça, et la sportivité, tout à notre honneur, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment les seuls à le faire, et peut-être les dindons de la farce en l'occurrence, de ne pas tirer profit de cet avantage à domicile. Ça nous coûte suffisamment cher d'organiser les jeux à domicile, il faut bien qu'on puisse de temps en temps on ne connaît pas les retirer coûts quelques en tout cas avantages. de remodelage de cette piste de BMX. Et ça fait beaucoup, hein, ça fait un avantage qu'on laisse pour un budget supplémentaire. Bon. Bon, Nicolas moi, Dandry. moi, je trouve ça totalement normal parce que on le voit sur le ski. Le ski, les pistes sont remodelées à chaque fois, c'est pas le même tracé et tout ça. Chaque skieur est mis sur le même pied d'égalité avec des repérages avant la compétition. Moi, je trouve ça normal. Et puis, oui, ça avantage les Français. Oui, on est chez nous, il faut bénéficier d'un certain avantage. Je pense que le public sera au rendez-vous pour pousser les athlètes français et donc bénéficier d'un certain avantage. Il y aura environ 3000 spectateurs autour du stadium de BMX. Je pense que oui, c'est sûr, ça aurait avantagé les Français, mais je trouve que pour une équité sportive, et puis on est sur les Jeux Olympiques quand même. L'équité sportive, c'est les valeurs du sport. Les Jeux Olympiques, c'est le summum des valeurs du sport. Donc oui, je pense que c'est normal que ce soit remodelé pour que chaque athlète du BMX soit sur un pied d'égalité au départ, quoi. Grégory. On parle quand même de professionnels. Je pense qu'ils avaient le temps aussi, les athlètes étrangers, pour venir étudier avant cette piste de 50 ans en Yvelines. D'ailleurs, au mois d'avril, il y aura, alors non pas un test event, puisque le public ne sera pas convié, mais il y aura une petite session test pour les athlètes qui pourront s'essayer sur cette nouvelle piste. Est-ce que dans les sports collectifs comme le football, le rugby, on va changer la pelouse à chaque fois qu'on accueille un nouvel adversaire? Je ne crois pas. Non, c'est pas la même chose. Ouais, je pousse peut-être un peu le trait, mais je force un peu le trait, mais moi, je rejoins Pierre sur le fait qu'on organise les jeux. Eh bien, c'est aussi de bonne guerre. La personne qui organise, qui reçoit un léger avantage, peut-être un gros avantage même, sur ses adversaires. Là où je rejoins pas forcément Nicolas, oui, le public, ça peut pousser les athlètes, les spectateurs peuvent pousser les athlètes. Ça peut être aussi une source de stress, une source peut-être de pression, de vouloir se donner face à son public. Après, voilà, c'est de bonne guerre. Pour moi, quand on est à domicile, on a un léger avantage sur l'adversaire. Et pour les Français, c'est qu'une fois tous les 100 ans pour les Jeux Olympiques d'été. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Alors, vous étiez partagé, vous aussi. Je suis partagé. Alors, l'équité sportive, oui, d'accord, ok, l'équité sportive. Mais quand même, ça, c'est purement français, quoi. C'est vraiment purement français. On est les seuls. Après, je pense que ce sont des règles, qui vont un peu plus haut que la France, c'est au niveau international. On a regardé la même piste, et puis c'est tout. Et puis si c'était pas content, c'était pareil. Là, ça me fait penser exactement, tout à l'heure, Pierre a parlé de la Coupe du Monde de rugby. Je me souviens de celle de 2007, où on est pays organisateur, on est trop le moyen d'aller jouer notre quart de finale au Pays de Galles. Voilà, mais c'est purement français, ça. Voilà. Il avait été gagné, je crois, ce quart de oui, finale. Oui, d'accord, mais enfin, on ne met pas toutes les chances de notre côté, alors qu'on est pays organisateur, d'aller jouer une phase finale, un quart de finale à la Coupe du Monde, à l'extérieur. On est quand même, il n'y a que nous pour faire ça, dans le monde. Donc là, c'est un peu le même principe. On est le pays organisateur, on a certes un petit avantage, mais c'est un peu normal. Parce que là, j'appuie un petit peu plus sur ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, ça fait quand même deux choses négatives. On n'a plus l'avantage de la piste, et en plus, ça va nous coûter plus cher. Donc, non, je crois que si c'était pas une obligation, d'accord, mais si ça ne l'était pas, c'était pas nécessaire pour moi. Grégory. Après, je disais que j'étais partagé parce que pour moi, le point positif, c'est que cette piste, elle a déjà 10 ans. On a peut-être tendance à l'oublier, mais ça fait déjà 10 ans que ce stadium de BMX est construit et ça permet de renouveler un petit peu l'équipement, de lui donner aussi un peu plus de futur après les JO, parce qu'on parle sans cesse de l'héritage, au moins avec une piste neuve, voilà. Elle avait été refaite légèrement, ouais. Si mes souvenirs sont bons, 3-4 ans après sa construction, parce que la première descente était trop dangereuse. D'accord. Bah après, voilà. Je trouve que c'est positif quand même de temps en temps de changer le parcours. C'est vrai que là, juste avant les JO, pour les athlètes français qui ont brillé lors des derniers mondiaux, il faut se souvenir qu'on a eu côté masculin un podium historique avec 3 Français qui étaient sur le podium des mondiaux de BMX Race. Bah, c'est vrai que ça retire ce petit avantage. Après, voilà, plus d'équité peut-être sont dans les valeurs des JO. À 5 mois des JO, on peut même se poser la question de savoir si c'était dans le cahier des charges ou si un peu au dernier moment, on a lu une astérisque qui est tout au bas de la Bible nous, en tout cas, on ne l'avait pas vu venir. Voilà. Et on est à 5 mois des Jeux. Donc, je me pose la question, si c'était prévu de longue date par souci de sportivité et d'équité, pourquoi le faire aussi tard ? Et est-ce que ça avantage vraiment sur une compétition comme le BMX, finalement, de refaire la piste? Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas?
Après, il y a des On sait repérages qui sont faits, il y a des entraînements qui sont faits auparavant. Il y a quand même une part de chance quand même dans le BMX finalement. Il y a une part de chance parce que oui, effectivement, vous êtes 4 à partir, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir une trajectoire mal prise et qui emmène... si, c'est comme le ski cross, c'est comme le snowboard cross. Des disciplines encore une fois d'hiver et qui peuvent emporter, tout dépend de la trajectoire qui est prise par l'athlète, celui qui est devant ou celui qui est derrière vous. Après, oui, celui qui part devant et qui maîtrise bien la piste, il a plus de chances d'arriver au bout parce qu'il n'est pas emporté dans une chute, mais il y a une part de chance, mais comme dans tous les sports. Donc, est-ce que finalement, cette piste change quelque chose? Oui, pour moi, oui, parce que un circuit, quel qu'il soit, la connaissance d'un circuit, c'est un avantage. Hein. Parce que forcément, comme disait Nicolas, il y a les trajectoires, et les façons d'aborder les virages. Et quand on a la connaissance du circuit par cœur, forcément, on est avantagé, ça c'est sûr. Mais c'est l'esprit chevaleresque français, ça. C'est tout nous, ça. D'autant que dans le BMX, Nicolas l'a rappelé, on n'est pas à l'abri de chutes, ça arrive souvent. Et les Français en ont fait la meilleure expérience lors des derniers Jeux Olympiques où on avait trois Français en finale. Il y a eu des chutes et au final, personne sur le podium. Donc c'est vrai que de ce côté-là. Si mes souvenirs sont bons, ils sont 7 à partir au départ d'une. Oui, ils sont 7 et 0 sur le podium. 0 sur le podium finalement, alors qu'il y avait 3 Français qui étaient en finale. Donc si je comprends bien, il y a quand même. L'équité est quand même respectée, du coup, si on refait la piste, Jean. Ouais. On verra bien. Partagé. On verra bien. Je pense qu'on n'a pas remis en doute l'équité, c'est plutôt le fait de... on est à domicile et c'est normal que les Français aient un léger avantage. Ça, c'est sûr que l'équité sportive est liée. Mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord là-dessus. Alors, nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'arbitrage. Le match entre Ivry et Versailles en Coupe Gambardella a été arrêté suite à des incidents avec l'arbitre. On parlera aussi de basket et des confessions de l'Yvelinois Victor Wembanyama. Il parle notamment de son intégration à la NBA. Mais avant de parler de ces thèmes, on va parler du PSG. On va parler d'un sujet brûlant, celui de la possible arrivée du PSG à Saint-Quentin en Yvelines avec un stade de 60 000 places. Les politiques commencent à en parler. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a notamment dit que c'était un non pour le PSG sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Elle dit que le PSG doit rester au Parc des Princes. De son côté, la mairie de Paris, avec Anne Hidalgo, ne veut pas entendre parler d'une vente du Parc des Princes. Elle a dit « Je le redis aussi aujourd'hui et une bonne fois pour toutes, il n'y aura pas de vente du Parc des Princes. C'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos. On est donc dans une impasse. Le PSG veut acheter le parc, mais ce n'est pas possible. Les dirigeants pourraient donc décider de partir. Est-ce que les propos d'Anne Hidalgo sont une chance pour Saint-Quentin en Yvelines? Oui ou non? Non pour vous. Nicolas Dandré, Grégory Canalé, oui pour vous. On fait un petit duel entre Jean et Nicolas Dandré. Honneur aux vous êtes seul contre tous, Nicolas. Oh, expérimenté, n'exagérons pas. Faites parler l'expérience, Jean. On va essayer. C'est à vous. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que les propos d'Anne Hidalgo sont une chance pour Saint-Quentin en Yvelines? Oui. Et vous avez répondu oui. Oui, c'est une chance. Parce qu'il est certain que si elle reste ferme, comme elle l'a bien dit sur son communiqué, il n'y aura pas de vente du Parc des Princes. Et on sait que les Qataris veulent développer l'image du PSG, qui est déjà bien développée. Et que le fait de ne pas pouvoir acheter le Parc des Princes les barre. Donc ça, c'est certain. Donc s'ils ne peuvent pas, et s'il y a un veto, forcément, ils veulent se diriger vers une autre solution, qui est le stade à Saint-Quentin-les-Yvelines, et qui serait une bonne chose pour les Yvelines. C'est sûr, c'est certain. Et puis en plus, ça ferait encore un deuxième endroit, un deuxième camp du PSG dans les Yvelines, sur les terres des Yvelines. Donc là... ce serait même plus le PSG, ce serait plutôt le Saint-Germain Football Club. Saint-Quentin en Yvelines. Saint-Quentin, pardon. Saint-Quentin en Yvelines. Excusez-moi. Le Saint-Qatar en Yvelines. Saint-Qatar en Yvelines. C'est pas mal. MLB aussi, le Monty, le Bretonneux. Ça, vous répondez, Nicolas? J'y crois pas du tout parce que, alors certes, le Parc des Princes fait partie du patrimoine des Parisiens et des Parisiennes, mais le PSG fait partie du patrimoine des Parisiens et des Parisiennes. Si vous envoyez le PSG à Saint-Quentin en Yvelines, ça veut dire que sur Paris, eh bien, il n'y a plus de PSG. Alors, à quoi bon conserver le nom PSG? Deuxième chose, je rappelle que ça a un impact économique assez important
pour Paris. Le Paris Saint-Germain, n'a pas une source d'attractivité économique et touristique. Il y a des touristes qui viennent uniquement à Paris pour voir le Parc des Princes, pour aller à la boutique du PSG. Alors si vous envoyez le PSG dans les Yvelines, à quoi bon conserver le nom PSG et il n'y a plus de lien avec Paris. Et puis la troisième chose, j'ai fait le tour un peu de l'Europe pour voir où sont situés les stades des grands d'Europe. Quand je vous ai dit qu'il élevait un peu le et quand le vous débat, regardez, Il a bûché. et quand vous regardez les stades, Pas de papier, nous. Madrid, Santiago, Bernabéu, j'ai pris le centre de chaque ville. J'ai tapé sur Google Maps, voilà. Madrid, Santiago, Bernabéu, c'est 7 km. J'ai pris Amsterdam, le stade Johan Cruyff, 8 km. Et là, on est à 25 km entre le Parc des Princes et l'île de loisirs. C'est un peu loin. Le seul équivalent, c'est Lyon, avec l'ancien stade Gerland et le Parc OL. On est à 22 km de distance entre les deux stades, mais on reste dans la banlieue lyonnaise. Le seul stade qui n'est plus rattaché à la ville, c'est à Lille. Le stade Pierre-Mauroy qui est à Villeneuve-d'Ascq et non pas dans Lille intramuros. On n'est pas sur un grand Europe, mais c'est un autre exemple de stade qui n'est pas situé dans la ville du club. Eh bien, c'est Villeneuve-d'Ascq avec le stade Pierre-Mauroy à Lille. Voilà. Qui vous a convaincu, Grégory? On donnera ensuite la parole à Pierre. Moi je disais oui, c'est une chance pour 50 ans en Yvelines, ces propos d'Anne Hidalgo, parce que de la même manière que le disait Jean, on est dans une impasse. Aujourd'hui, il y a une ville de Paris qui dit ouvertement on ne vendra pas le Parc des Princes, c'est un patrimoine des Parisiens et des Parisiennes. De l'autre côté, on a Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui souhaite avoir un stade, être propriétaire de son stade. Ça a toujours été dit, même dès qu'il est arrivé au club, il avait pensé racheter le Parc des Princes, pouvoir l'agrandir. À l'époque, on parlait de pouvoir agrandir le Parc des Princes. C'est assez compliqué de pouvoir l'agrandir, on va dire, dans les standards que souhaite le parc, le PSG, puisque on veut un stade de 60 000 places. Avec ce périphérique qui passe en dessous du Parc des Princes actuellement, c'est un peu compliqué de pouvoir aller jusqu'à cette jauge de 60 000 places. Donc, soit ils rachètent le parc pour faire des travaux d'envergure comme ils le souhaitent, soit ils vont construire ailleurs parce qu'ils veulent ce stade de propriété. Ils veulent aussi développer une expérience commerciale tout autour du Parc des Princes, avoir une boutique du PSG, pourquoi pas un centre commercial un peu plus établi, un peu plus impactant aussi pour la marque Paris Saint-Germain. Donc moi, je vois mal comment on peut aller devant dans ce dossier avec deux personnes, Anne Hidalgo et Nasser El Khelaifi, qui, selon le Parisien, ne se parlent plus depuis 1 an et demi. Moi, j'ai du mal à avoir une issue dans ce dossier. Peut-être que l'issue, c'est dans désormais 2 ans maintenant à la ville de Paris, une alternance. Il y a l'opposition de droite qui commence à dire qu'elle n'est pas opposée à une vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Mais l'affaire devient politique finalement. Donc l'affaire devient politique. Donc à voir ce qui pourrait arriver. Mais je vois mal le PSG confirmer le bail qui va jusqu'en 2044. Ils sont locataires exclusifs du Parc des Princes. Je vois mal le PSG continuer dans cette situation dans ce Parc des Princes. Pierre Chevalier. Moi, à la question simple, est-ce une chance pour 50 ans en Yvelines? J'ai répondu oui, donc je suis du côté de Jean. Maintenant, du principe général sur ce dossier-là, d'accord avec Nicolas sur la partie patrimoniale, parce que je crois que grosso modo, on tourne depuis 3-4 ans autour de gros sous et de patrimoine. Personne actuellement n'a le choix dans la date sur la période de négociation et sur la possibilité d'aboutir. Dernièrement, sortie de Pierre Rabadan qui dit on fera tout pour investir aux côtés du PSG, mais on éviterait, mais tant qu'il n'y a pas de cession. Donc là, confirmation de ce que dit sa mère, MAIRE. Derrière, on a, je pense, des coups de bluff successifs pour se remettre à la table et arriver, in fine, à un stade qui serait propriété du PSG pour Nasser et le garder pour le patrimoine des Parisiens et des Parisiennes. Je vois pas ce qu'elle voudrait en faire aussi de l'autre côté. Si la ville de Paris voulait le garder, qui mettre si le PSG n'est pas là? C'est-à-dire, si le PSG quitte le Parc des Princes pour 50 ans en Yvelines ou ailleurs, qu'est-ce qu'il advient de ça? On avait déjà parlé en plus petit comité tous les trois il y a 15 jours en disant qu'il y a Jean Bouin qui est pour le rugby à 10 mètres. Il est inexploitable en l'état. Et au final, le Qatar veut simplement un montant d'investissement pour agrandir, pour faire des loges dignes de ce nom et pour avoir un retour sur investissement aussi par rapport à tous les dollars qu'ils ont mis depuis leur arrivée à Paris. Donc,
Conclusion, oui, ça serait une chance pour n'importe quelle ville qui accueillerait et qui aurait la capacité d'accueillir un stade pour le PSG. Dans les Yvelines, ça serait le deuxième centre sportif pour le PSG. Donc là on bascule sur Yvelines Saint-Germain et même plus Saint-Germain. C'est une logique finalement quand on y pense. Oui, si on veut, mais le Paris Saint-Germain, c'est la culture de Paris, c'est la culture des Parisiens, c'est Downtown Center, c'est Porte d'Auteuil. Et là, pour le coup, il y aurait quand même un certain nombre de doutes à lever si le PSG quittait le parc. On dit dans l'oreillette que le FC Versailles serait peut-être intéressé par le Parc des Princes en cas de départ. Question Grosso aussi. En cas de départ, parce qu'on sait très bien qu'ils sont obligés de jouer à Jean-Bouin. En face. Les rois chez les Princes. Nicolas Dandry. Un mot sur l'affaire qui deviendrait politique. Elle l'est déjà politique et on en parlait avec Pierre il y a 2 semaines dans cette même émission. Aujourd'hui, Anne Hidalgo, elle a sa position. Anne Hidalgo, maire socialiste. De l'autre côté, vous avez Valérie Pécresse et hier, Othman Nasrou, chez nos confrères de BFM Paris, qui s'oppose en fait au départ du Paris Saint-Germain du Parc des Princes. C'est clairement politique aujourd'hui. Vous avez la droite et la gauche de la région parisienne qui se disputent sur ce dossier et puis qui défendent leur position. Tout ça pour des enjeux politiques. Et puis voilà, clairement c'est politique. Et puis vous avez Saint-Quentin-en-Yvelines qui, pour son attractivité territoriale, oui, aimerait bien évidemment voir le Paris Saint-Germain arriver sur Saint-Quentin-en-Yvelines pour une attractivité territoriale à la fois économique et puis touristique aussi, bien évidemment. Ça déplacerait le Paris Saint-Germain. Après, les supporters viendraient jusque dans les Yvelines. C'est ça la question. C'est ce que je disais le PSG à Pierre et à Grégory il y a 2 semaines. C'est est-ce qu'aujourd'hui les ultras, les supporters parisiens vont accepter ça ? Je ne pense pas, parce que les ultras font partie aussi de ce patrimoine symbolique de Paris et ils n'accepteront pas de venir et parcourir 25 km pour venir à Saint-Quentin. On a l'exemple inverse sachant avec que Lyon. vous avez des supporters aussi dans les Yvelines, bien évidemment. Mais c'est plus des Parisiens. Lyon c'est des finalement, Yvelinois. ça fonctionne plutôt bien à Lyon, finalement, avec des signes. Vous êtes dans la banlieue lyonnaise. Et puis, Lyon, j'ai pris le stade Gerland au Parc OL, mais le Parc OL ne doit pas être si loin du centre-ville de Lyon. Et il y a les infrastructures. Juste dire que Anne Hidalgo, dans ses propos, elle a aussi laissé une petite porte ouverte. Elle a dit qu'elle était prête à étudier de possibles transformations du Parc des Princes sans le vendre, mais et ce serait et d'investir. Voilà. Exactement. C'est ce que Pierre Barra. Et peut-être aussi avec le PSG qui paierait aussi pour la transformation. En optant pour un bail amphithéotique le plus long possible à 99 ans, par exemple, qui permettrait d'amortir une partie des investissements. Mais si c'est le PSG qui le fait, ils ont besoin de la propriété pour être plus serein financièrement et sur l'amortissement. Quand on regarde les chiffres, le Parc des Princes est aujourd'hui 48 583 places exactement. Ils veulent un stade de 60 000 places. Ça fait un différentiel d'à peu près 12 000 places. Est-ce qu'il y a beaucoup de débats autour de ce stade? Est-ce que finalement, c'est pas survendu ce débat, Jean, quand on voit que c'est pour 12 000 places supplémentaires? Oui, mais c'est important, 12 000 places quand même. Les loges et tout. Attention, parce que là, il n'y a pas que le nombre de places, il y a aussi le standing au niveau des loges. Toute l'expérience. Voilà, il n'y a pas que augmenter le nombre de places. Après, s'ils disent qu'ils veulent passer à 60, c'est que c'est réalisable, parce que sinon, ce serait de l'utopie. Donc non, c'est... Et c'est lié au sujet Bien sûr, suivant. voilà. C'est lié au sujet suivant, à notre sujet suivant, parce que évidemment, il faut le remplir ce stade. Il faut le remplir. Justement, vous me faites une belle transition, oui. Pierre Chevalier. On voit que vous faites de la télé depuis quelques temps. Le sommaire. On va continuer à parler du PSG, ou plutôt d'un joueur du PSG. Il est libre de s'engager où il veut la saison prochaine. Depuis le 1er janvier, il agite déjà le mercato. Je veux bien sûr parler de Kylian Mbappé. À 25 ans, le buteur et capitaine de l'équipe de France semble enfin décidé à quitter le club de la capitale. Le natif de Bondy, formé en partie dans les Yvelines à Clairefontaine, voudrait rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid, 14 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Mais le PSG espère encore le faire changer d'avis. La question à $1 million, fait-il le bon choix s'il part au Real Madrid? Oui ou non? Oui pour vous, Grégory Canalé. Oui pour vous, Jean. Oui pour vous, Pierre. Et vous êtes partagé, Nicolas. Vous êtes en désaccord avec tout le monde aujourd'hui. Tout dépend du point de vue, en fait. Vous allez bien? Oui, très très bien, très très bien.
Allez-y. C'est le côté néo-zélandais, je suis à l'heure à la néo-zélandaise. Non, ça dépend du point de vue. Du point de vue de la carrière de Kylian Mbappé, bien évidemment, il faut qu'il aille au Real de Madrid pour progresser, prendre un autre élan dans sa carrière. Après, pour le PSG, non. Non, parce que Kylian Mbappé est le meilleur buteur de Ligue 1 à l'heure actuelle avec 20 buts. On sait qu'il impacte fortement le jeu des Parisiens. Il n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions avec le PSG, donc on va voir cette année peut-être, pourquoi pas. Il arrive en 2017, il a 25 ans. Il peut encore continuer au PSG, et puis le PSG, un chiffre sur... alors, bien évidemment, à prendre avec du recul, parce qu'il y a Messi et Neymar sur la même période qui sont au PSG. Entre 2017 et 2023, l'évolution du chiffre d'affaires du Paris Saint-Germain, il est passé de 503 millions d'euros à 670 millions d'euros en 2023. Donc on voit qu'il y a aussi un enjeu économique, ce que disait Pierre, il y a un enjeu économique énorme sur ce départ d'Mbappé du Paris Saint-Germain. Donc ça serait pas bien pour le PSG, après pour Kylian Mbappé bien évidemment. Oui, la question c'est sur Kylian Mbappé. C'est ça, exactement. Fait-il le bon choix s'il part au Real Madrid? Oui, un grand oui. Grégory. Alors, moi, je me suis déjà exprimé sur le sujet il y a quelques semaines dans le SOP. On était frustrés tous de voir Kylian Mbappé terminer à la 3e place du Ballon d'Or. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, pour espérer remporter le Ballon d'Or, il doit mettre un triplé en finale de la Coupe du Monde. Alors, une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. C'est pas avec le PSG, à mon sens, qu'il va pouvoir enfin glaner ce titre. En plus de ce titre individuel, on attend aussi qu'il puisse remporter sa première Ligue des Champions. Il a brillé dans des campagnes européennes, ça, voilà, il n'y a pas à en douter. Avec Monaco, avec le PSG aussi sur l'édition un peu bizarre du Covid, où il y avait eu ce Final 8. Maintenant, s'il veut figurer définitivement parmi les grands d'Europe, se hisser au niveau des grands, il doit quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Aujourd'hui, au Real Madrid, on a une équipe qui est en train de se construire vraiment très intéressante. Alors, oui, le Real Madrid a les moyens. Qui sont à l'écran. Il y a Bellingham qui a rejoint le Real Madrid. Alors, il n'est pas attaquant, mais il met énormément de buts. Il y a Vinicius Junior, il y a Rodrigo, voilà, toutes ces stars du côté du Real Madrid qui pourraient entourer Kylian Mbappé. On sait qu'il a boudé cette saison aussi du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il n'était pas forcément entièrement satisfait du rendement de ses coéquipiers. Là, c'est la dernière chance ou jamais de remporter la Ligue des Champions. J'ai du mal à voir quand même le PSG remporter la Ligue des Champions cette année, vu comment ils ont galéré sur le premier tour. Mais après, peut-être que je me trompe. Là, il y a une deuxième phase et une deuxième compétition qui commence. Vos talents en pronostic. Voilà. Misez une petite pièce sur le PSG. J'avais misé Sinner sur l'Open d'Australie. C'est vrai. Je tiens à le dire. Et j'avais un premier bon pronostic. Non, vous êtes peut-être meilleur en 2024. D'un point de vue sportif, on l'espère. D'un point de vue sportif, il a tout à gagner à quitter le PSG. Et moi, en tant qu'amoureux du sport, cette photo de Mbappé gamin qui circule un petit peu sur tous les réseaux, on le voit avec le maillot de Cristiano Ronaldo, avec ce maillot du Real Madrid, et il rêvait de ce club quand il était petit. Juste pour le côté amour du sport, j'aimerais voir son rêve pouvoir se réaliser, c'est-à-dire rejoindre le Real Madrid, un club dont il rêvait quand il était petit. Vous aimez le bonheur des gens. J'aime le bonheur des gens, c'est magnifique. J'aime la passion dans le sport. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, on parle sportivement pour le joueur, pour Kylian Mbappé. Donc je rappelle, il a 25 ans, il est au PSG depuis 7 ans. 25 ans, il n'a plus rien à prouver au PSG. Il a tout montré, il a montré tout son talent. Il n'a plus rien à prouver. Maintenant, pour lui, perso, sa carrière sportive et son épanouissement, et pour prendre un petit peu plus d'envergure, il faut qu'il parte. Et le club rêvé, on va dire, c'est quand même le Real. C'est un club qui fait toujours rêver. Tous les grands joueurs de football rêvent de jouer au Real. Je le pense. La preuve, il veut dire, c'était son rêve d'enfant. Donc il va réaliser, et non seulement pour réaliser son rêve, mais en plus, sportivement, ça va lui permettre de voir autre chose et d'évoluer certainement. Parce que de montrer autre chose, au PSG, il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien. On sait que c'est un grand joueur, et il a tout fait pour le PSG. S'il y en a un qui n'a pas triché au PSG, c'est bien lui. On a parlé tout à l'heure de Neymar, ou ne parlons même que Neymar, lui au niveau des tricheurs, voilà. Alors que Kylian Mbappé, c'est un garçon qui a tout donné pour le PSG. Aujourd'hui, il a 25 ans, il faut qu'il parte. Et que de mieux que le Real. Donc, je dis bravo. On ne parle pas du club. Bien sûr que le club perd un Kylian Mbappé,
ça va être une énorme perte. La Ligue 1 aussi. Une énorme perte. Même le football français, le football, le championnat de la Ligue 1, ça va être une perte parce que ne plus avoir ce joueur dans notre championnat. En plus, on renégocie les droits télé en ce moment pour la Ligue 1. Ah ben oui, mais... On va en prendre un coup. Là, on risque d'en prendre un coup. A priori, sans Mbappé, on a déjà une décote de 20% de la Ligue 1 et Mbappé, tout seul représente 140 millions d'euros par an qui sont générés pour la Ligue 1. Donc ce serait ça en moins. Mais ça, c'est le côté économique. Les chiffres économiques. C'est le côté économique. Après, on parle du sportif. Là. Est-ce qu'on peut lutter contre un rêve, Pierre ? Non, il faut les poursuivre, il faut aller au bout. Donc la question, fait-il le bon choix ? Comme Greg, oui, il fait le bon choix, c'est le choix qui s'impose, c'est le choix dont il rêve depuis tout gamin. Nous, on se consolera comme on peut avec l'équipe de France, parce qu'on perd Kylian Mbappé sur la Ligue 1, le parc qu'on ne remplira plus de la même manière sans Kylian Mbappé, va le pleurer, ça c'est sûr. À quoi ça sert de construire un stade de 60 000 places du coup ? Non, mais c'est une vraie question. Ça c'est une vraie question parce que l'attractivité. Après, il y aura sûrement d'autres stars qui vont arriver. Il y en aura d'autres, mais l'attractivité du PSG depuis ces 8 dernières saisons sans Kylian Mbappé, c'est la politique de la chaise vide. Hein. Donc c'est un vrai sujet effectivement pour les investissements du PSG. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font le forcing pour qu'il reste. Et je pense ce qu'il se dit, c'est qu'il serait capable même de refuser une proposition qu'on ne peut pas refuser au PSG. C'est-à-dire d'aller au moins 10 ans au Real, qui est déjà une belle proposition. Parce qu'on parle de 400 millions la saison. Mais je crois aussi que sportivement, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est que un Carlo Ancelotti est plus expérimenté qu'un Luis Enrique à ce stade-là pour aller chercher les trophées qui lui manquent. Ligue des Champions, Ballon d'Or. Donc c'est le choix qui s'impose, c'est son rêve en plus. Mais écoutez, il nous fait rêver nous, donc laissons-lui les siens. Dernière question sur Kylian Mbappé, les pourcentages. Je vais faire un petit tour de table, les pourcentages de chances de voir Kylian Mbappé au Real, parce que ce n'est pas encore sûr et certain qu'il y aille. Pourcentage de chance à pronostiquer. Étant donné que son contrat arrive à échéance, il y avait quand même une année en option, mais il ne l'a pas saisi. Hein. L'année en option devait se négocier l'été dernier, ça n'a pas été relevé. Le contrat arrive à échéance cet été, donc on est quand même sur du 80-20 pour moi. 80% de chance de voir Kylian Mbappé partir. Ouais. 90. 90 pour vous, Jean. Pour le Real ou partir ? Partir. Et même au Real après. 70-30, je rajouterais juste, s'il reste au PSG, c'est un choix économique. S'il part, c'est un choix sportif. Ça, c'est beau, ça. Pierre. 100% il part, et Real 90. Ça est enregistré, on verra ça dans les prochaines semaines. On suivra ce dossier en tout cas avec attention. On va maintenant parler d'un autre prodige. Lui fait du basket, il mesure 2,23 m et il joue en NBA. Je veux bien sûr parler de Victor Wembanyama, le joueur de 20 ans, originaire du Chinero Cancour, est revenu sur ses premiers mois en NBA. Il a dit, je cite chez nos confrères d'RMC, tout m'a surpris et il y a des choses qui continuent de me surprendre. Le plus dur, ce n'est pas physiquement, mais mentalement, d'aller sur le terrain chaque soir et de se battre pour l'équipe parce que les gens en face veulent te tuer ou dunker sur toi. Alors on a l'impression que Victor Wembanyama est déjà le joueur à contrôler sur le terrain auprès de avec les joueurs ciblés par les adversaires comme un LeBron James ou un Stephen Curry. Greg Popovich ne voulait pas le lancer forcément dans le grand bain tout de suite, mais il a été un petit peu obligé par la force des choses. La question sur cette thématique, Victor Wembanyama a-t-il besoin d'être plus protégé, messieurs ? Non. Non pour vous, Nicolas. Non pour vous. Jean, pourquoi ? Mais, tout simplement c'est le petit nouveau quand même, Victor Wembanyama. Oui, c'est le petit nouveau, mais c'est pas l'île aux enfants, c'est la NBA. Donc le petit nouveau, il est parti là-bas justement pour exploser, et c'est ce qu'il est en train de faire. On va pas le remettre dans du coton. Il a 20 ans maintenant, il explose tous les compteurs au niveau des performances, et ça va devenir un grand. On est sûr maintenant que ça va devenir un grand. Donc forcément, dans la mesure où c'est un grand joueur, ben c'est l'homme à abattre. Donc forcément, il va avoir des contrats sur lui. Hein. Donc non, il ne faut pas le protéger. Il faut le laisser grandir, le laisser évoluer et surtout le laisser continuer à performer comme il le fait. Bah, il ne se plaint pas en tout cas, c'est juste un constat. Je ne pense pas, parce qu'il est très bien équilibré dans sa tête et je n'ai pas d'inquiétude pour lui.
Pierre. C'est l'heure du bilan. En ce moment, on est à mi-saison et justement, il y a eu pas mal de papiers qui sont sortis récemment, notamment une interview de Greg Popovich sur le cas Victor, qui suit finalement depuis très longtemps, puisqu'il avait échangé en son temps avec Vincent Collet, qui l'a entraîné au Mets. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un entraîneur comme Popovich, très expérimenté, 28 saisons de NBA, dise en plus ce joueur est talentueux et en plus il est intelligent et il écoute. Et Popovich est en train de le façonner comme il l'a fait avec beaucoup d'autres joueurs qu'il citait en référence comme Tim Duncan et Tony Parker évidemment aux Spurs. Donc le protéger, le Victor, a priori pas besoin, il a l'armoire, il a la caisse qu'il faut, il continue peut-être même encore à grandir, il a pris du physique, il sait qu'il est ciblé et il sait que, il l'a même dit lui, que les joueurs sur le parquet veulent lui faire mal. Il joue tous les 2 jours, ou quasiment même presque tous les jours sur certaines périodes. Ils en sont à la moitié de la saison et il est toujours à affoler les compteurs avec 20 points de moyenne. Il a fait 44 matchs en 101 jours. Voilà. Donc tous les 2 jours, en gros, 20 points, 10 rebonds, il est à 3 blocs de moyenne et 3 passes. C'est ça, exactement. Donc s'en fiche, je tiens à le préciser, voilà. Il connaît toute tête. Un rookie comme ça, déjà pour la France, c'est totalement inespéré et un peu comme Kylian Mbappé dont on vient de parler, ce sont des trésors nationaux. Il n'a pas besoin d'être plus mis dans la ouate parce qu'il est intelligent, il est talentueux, il est grand, il est polyvalent parce qu'il continue à shooter et à s'entraîner à 3 points. Couvé par Popovich et mine de rien par un projet Spurs qui va l'emmener petit à petit avec les vieux rookies et les vieux de la draft vers les sommets. Rappel, Jordan a mis 7 saisons avant de gagner son premier titre. On est largement dans les temps. Grégory. Pas besoin de le protéger, effectivement, en allant, en choisissant d'aller très vite en NBA. Il n'y a pas eu le choix dans la date sur la sélection Spurs, mais en tout cas, on l'a vu cette année évoluer en NBA dans une équipe des Spurs qui, collectivement, n'est pas forcément au beau fixe. Donc 10 victoires pour les Spurs et 40 défaites depuis le début de la saison. Bon, il s'expose et forcément, quand on voit une telle machine marketing arriver sur ce championnat de NBA, les adversaires ont un peu envie de se payer sa tête, si je puis dire. Ils veulent dunker sur sa tête, c'est un peu un challenge. C'est ça. Et du coup, est-ce qu'il faut le protéger ? Non, il a fait ce choix aussi. Et il veut continuer dans cette carrière. Il faut qu'il s'endurcisse. Et nous, on n'a pas besoin de le protéger. Greg Popovich le fait assez bien, il le couve. Effectivement, il y a ces 44 matchs joués. Je sais qu'il y a toujours une petite frustration, et Victor Wembanyama l'a déjà dit dans les médias, sur le temps de jeu effectif par match. Il aimerait jouer davantage. Donc Greg Popovich s'en charge de le protéger, donc c'est pas à nous de le faire. Enfin, en tout cas, c'est pas aux autres joueurs de la NBA de le faire. Nicolas. Oui, je suis totalement d'accord avec ce qui s'est dit. En plus, il doit être protégé par son entraîneur, mais je pense qu'il a un cadre familial aussi, des parents qui sont très proches de lui, donc je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour être... il est déjà protégé, même mentalement, on sait que c'est un enjeu aujourd'hui assez important, la santé mentale des sportifs. Je pense que mentalement, c'est un sujet qui doit être bien pris en compte aussi. Il a un préparateur mental, voilà, exactement. Et un hypnotiseur aussi. Voilà, ça se développe. Alors ça, c'est de bonnes nouvelles parce que aujourd'hui, la santé mentale, je le répète, est un enjeu important. On le voit dans le rugby, notamment au niveau sportif et des sportifs professionnels. Faut savoir que 10 victoires pour les Spurs, c'est 10 victoires où Victor Wembanyama était sur le terrain. Donc, on voit s'il n'est pas là, il gagne pas. Voilà. C'est une réalité, en tout cas dans les statistiques, c'est qu'il contribue à la victoire des Spurs. Je pense que mentalement, ça doit être difficile au niveau collectif parce qu'effectivement 15e dernier de la conférence Ouest avec, vous l'avez dit, 40 défaites en 50 matchs. Donc oui, ça doit être mentalement dur, mais je pense que pour Victor Wembanyama, cette saison, c'est la saison de l'apprentissage. Il faut que ce soit dur, il faut qu'il se frotte aux plus grands et aux leaders de la NBA pour qu'il apprenne, et je pense que ça peut lui faire de bien de se prendre quelques tartines, comme dirait Jean, quelques tartines pour apprendre, parce que la NBA, c'est dur, physiquement et mentalement.
Mais il a dit que ça va, il gérait plutôt bien La preuve qu'il est déjà ce prêt. début d'histoire avec la NBA. Pierre Chevalier, très On rapidement. l'a souvent dit sur ce plateau, la seule chose qui le guette et qui pourrait le planter, c'est la blessure. Une blessure sévère. Il a déjà eu une petite alerte à la cheville en milieu de première partie de saison. Alors apparemment, il disait que c'était pas forcément une blessure, il faisait attention à sa cheville. Voilà. Ouais, il se l'est tordu quand même. Il s'est tordu à c'était pas une Dallas. vraie à Dallas, blessure. mais Il n'y a bon, pas de hasard, ça, c'est on- qu'il y a peut-être une faiblesse au niveau de cette cheville. Alors Victor Wembanyama va participer à son premier All-Star Game dans le Rising Star Challenge du All-Star Game à Indianapolis. Il jouera le 16 février. C'est un match entre les premières et les deuxièmes années, ceux qui viennent d'arriver en NBA. Il va participer aussi au Skills Challenge, un concours d'agilité où il faudra shooter, il faudra dribbler. Donc on suivra ça avec attention. On en parlera sûrement dans un prochain si on parlait sport. On passe maintenant à notre page débat. Alors on va maintenant passer à l'envolée de Grégory, le moment fort de cette Reprends le émission. lead, Voilà, sur vous l'envolée, pouvez- parce que la dernière fois j'avais laissé le Ah oui, flambeau effectivement. Bon, en tout Nicolas. cas, on vous laisse carte blanche comme d'habitude. Allez-y. Alors, de quoi allez-vous nous parler? Je voudrais passer aujourd'hui un petit coup de gueule, un gros coup de gueule même, des actes qui sont malheureusement devenus trop récurrents, s'en prendre à l'arbitre, l'insulter, le menacer, voire pire, l'agresser et le frapper. Le 4 février dernier, le 16e de finale de la Coupe Gambardella entre l'US Ivry et le Football Club de Versailles a dû être interrompu. Alors que les Yvelinois menaient 2-0 à l'extérieur, l'un des arbitres assistants a été la cible de projectiles, 2 bouteilles d'eau lancées dans le dos et une balle de tennis reçue alors qu'il quittait le terrain. Le banc de Versailles a été également visé par des jets d'eau. La commission de discipline de la Fédération française de football doit encore trancher dans ce dossier à l'heure où je vous parle. C'est un énième incident en ce début d'année. À la mi-janvier déjà, un arbitre de niveau régional est agressé et menacé de mort par un joueur et même par des supporters. On le voit sur ces images. C'était lors d'un match à Cergy-Pontoise dans le département voisin du Val d'Oise. Les exemples n'en manquent pas. Je pourrais vous en citer bien d'autres. Ce qui donne quand même l'impression que l'agression de l'arbitre est devenue banale. Ça se passe le plus souvent dans le football amateur. Là, ici, on parle de football, mais le football professionnel ne montre pas non plus l'exemple. Souvenez-vous de cette scène complètement surréaliste survenue en décembre dans le championnat turc où un président de club, non content des décisions prises pendant une rencontre, a carrément débarqué sur la pelouse pour asséner un coup de poing au visage de l'arbitre Halil Oulut Meller, qui a été ensuite roué de coups au sol par plusieurs personnes. Fort heureusement, on n'en est pas encore arrivé là en Ligue 1, mais l'arbitre est régulièrement remis en question dans ses choix par les joueurs, les entraîneurs, au micro des médias, dont les propos sont entendus par de nombreux téléspectateurs, ce qui n'arrange pas forcément les choses. Tout cela a malheureusement des conséquences sur le nombre d'arbitres en France. Les clubs amateurs ont des difficultés à avoir dans leur rang des arbitres licenciés. C'est pourtant une obligation. La tendance était déjà là avant le Covid, mais elle s'est accélérée. Il y a moins d'arbitres. Les jeunes recrues qui ont parfois une vocation sont vite découragés par l'isolement et le climat violent ambiant. Moins de candidats, mais aussi des arbitres qui disent stop. La FFF a perdu 4500 d'entre eux entre 2016 et 2021. Dans 54% des cas, la cause numéro 1 est leur démotivation et aussi l'insécurité. 1000 arbitres en moins par an en moyenne, les chiffres font froid dans le dos pour un rôle pourtant primordial dans le sport. On ne touche pas à l'arbitre, c'est le message que je veux faire passer. Sans elle, sans lui, les rencontres ne pourraient pas se disputer. Des week-ends sans arbitre ont déjà été décrétés par certaines ligues pour protester contre les agressions. C'est déjà un premier pas. Il faut aller, selon moi, plus loin dans les sanctions contre ces imbéciles qui s'en prennent violemment à ceux qui officient sur le terrain. Aller plus loin aussi dans la sensibilisation des jeunes sur le sujet. L'arbitre est une personne qui a le droit de se tromper, c'est comme dans la vie, on peut faire des erreurs. Il peut arriver que l'on soit contre ses décisions, on a le droit de lui dire, mais avec respect, et surtout sans porter atteinte à son intégrité physique. Je ne crois pas que l'arbitre fait un commentaire quand un joueur loupe une passe, dévisse une frappe ou quand le gardien fait une boulette. Et pourtant, sur les terrains amateurs, j'y suis souvent le dimanche, il y a à redire. L'arbitre, c'est un athlète presque comme les autres. Lui aussi s'entraîne à l'instar des joueurs, lui aussi se prépare et parfois durement pour être prêt pour les rencontres du week-end. Elle aussi, lui aussi est un passionné de sport, il mérite donc notre respect. Et comme le disait le célèbre slogan de cette campagne de recrutement de la Fédération française de football dans les années 90, je vous laisse écouter. Arbitre de foot, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Merci Grégory pour cette envolée. Merci à vous. Utile.
Jean, qu'est-ce que vous en pensez de cette envolée? Magnifique. Magnifique, un sujet très sensible. Parce que... Vous qui avez l'habitude en plus d'être sur le terrain. Tout à fait. Autour du terrain. Grégory l'a dit, sans arbitre, il n'y a pas de rencontre. Donc les arbitres sont une obligation au jeu. Après, moi, je vais aussi pousser mon petit coup de gueule parce que je vais faire la différence entre le football et le rugby. Aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, au rugby, un arbitre, mais vous voyez même au top 14, que vous voyez le top 14 jusqu'à la plus basse division, un arbitre, mais jamais vous verrez un arbitre se faire bousculer ou encore plus se faire frapper. Il y a un respect de l'arbitre au niveau du rugby. Pourquoi ? Parce que j'aime autant vous dire que même si vous dites t'es un baltringue, vous prenez carton rouge et sanction et vous prenez minimum 4-6 matchs pour simplement avoir dit un mot déplacé, même pas une insulte. Il y a un respect de l'arbitre et il y a des sanctions lourdes qui font que l'arbitre, on n'y touche pas. Par contre, au football, je suis absolument désolé, mais comment voulez-vous qu'un amateur, on puisse respecter et éduquer les joueurs à respecter l'arbitre lorsqu'on voit à longueur de temps en Ligue 1 des joueurs venir à ça de l'arbitre, leur hurler dessus parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur décision. Moi je pense que là on devrait intervenir, la fédération devrait intervenir pour justement arrêter ce genre de comportement parce que les gens s'identifient. On dit que c'est normal, les jeunes s'identifient aux grands joueurs, aux joueurs professionnels de football. Et quand ils les voient faire ça, excusez-moi, mais eux, ils le font aussi. Ils le font aussi. Donc qu'on commence déjà à le mettre sur un piédestal, l'arbitre, on n'y touche pas. On ne vient pas lui gueuler dessus, là, comme on le voit. Mais c'est inadmissible, ça. Inadmissible. Les joueurs, si demain, on prend les mêmes sanctions qui sont prises au rugby, vous allez voir, vous allez plus avoir ce genre de problème. Il n'y en aura plus. Et je ne comprends pas comment, aujourd'hui, on n'a pas encore franchi le pas et pris ce genre de mesures pour protéger l'arbitrage. Grégory ? Et pour toi, si on va au-delà même des sanctions sportives, les sanctions pénales, quand on agresse un arbitre, sont assez lourdes. Ça va de 3 ans d'emprisonnement ferme, ça peut même monter jusqu'à 15 ans d'emprisonnement ferme si l'arbitre a une infirmité de manière... non, pas temporaire, justement, d'une manière durable. Voilà, je cherchais le mot, merci. Mais on a quand même l'impression qu'on en reste des fois à la sanction purement sportive et qu'il n'y a pas forcément de suite pénale. On a très peu vu d'agresseurs d'arbitres condamnés par la justice parce qu'ils avaient justement frappé un arbitre. Donc il faudrait peut-être être un peu plus sévère aussi dans les sanctions prononcées. D'abord Nicolas Dandré et ensuite vous, Pierre Chevalier. Je vais partager l'avis de Jean, mais attention, on voit des choses apparaître dans le rugby, notamment lors de la dernière Coupe du Monde. Le cyberharcèlement a augmenté par rapport aux arbitres. Ben O'Keefe qui a été ciblé par de nombreux supporters français qui insultaient, qui était l'arbitre du match France-Afrique du Sud. Là on parle de l'arbitrage sur le terrain, attention. Alors je vais y venir. Mais Ben O'Keefe a été menacé de mort plusieurs fois. L'arbitre de la finale a été menacé de mort aussi par des supporters en Nouvelle-Zélande. Donc ça, peut-être petite vigilance sur le cyberharcèlement et les menaces faites aux arbitres dans le monde du rugby. Et attention aussi, dans le rugby, je commence à voir quelques actions, quelques actes dans le top 14 où parfois il y a remise en question. Alors il n'y a pas de violence, mais attention, soyons vigilants dans le rugby à ne pas tomber dans ce qui se passe dans le football parce qu'il y a certains joueurs qui viennent contester les arbitres. Souvent les arbitres du top 14. Oui, oui. Ils prennent le minimum pénalité. Alors pénalité où ils se font recadrer tout de suite par les arbitres parce que. Mais attention, parce que ce genre de choses, on voyait pas le nombre. Moi, je le vois de plus en plus, en tout cas en top 14, beaucoup de joueurs qui viennent contester les décisions de l'arbitre. Certes, les arbitres sont encore fermes. Ça, mais attention, c'est une question de génération. Attention. Les joueurs de Chevalier savent tout. Je referai pas le débat différence foot-rugby par rapport au respect de l'arbitre. Ça, c'est dans l'ADN rugby. Jeannot l'a rappelé. Le problème qu'on a là, c'est un rappel ô combien utile et tellement navrant de regarder ça dans le sport
globale et dans le sport amateur en particulier, c'est que c'est un problème sociétal. On a deux équipes là, par exemple, à ce niveau-là, qui jouent sur un terrain de foot comme elles sont dans la vie et éventuellement à se chercher et plus si pas d'affinité à se frapper. Il y a eu récemment en Régional 3 en Corse, c'était le week-end dernier, un match arrêté à Cargèse avec une bagarre générale et l'entraîneur qui vient séparer, qui se fait sécher et rouer de coups. On en a plein des exemples comme ça au niveau amateur, et c'est vrai au niveau professionnel. Donc là c'est le signal d'alarme, il est tiré depuis très très longtemps, notamment au football, sur le respect de l'arbitre, sur la vertu éducative du sport, le respect des uns et des autres. Il y a déjà des premières avancées, c'est que des matchs de garçons sont arbitrés par des femmes, au foot comme au rugby d'ailleurs, ça se passe bien des deux côtés, j'ose espérer. Il y a peut-être ce respect supplémentaire en plus quand c'est une femme qui arbitre, peut-être l'esprit maternel qui joue et filial, mais on a un vrai problème là et qui va pas s'arranger, sauf si on opte pour des mesures fortes avec l'exemplarité des joueurs professionnels en Ligue 1, en Ligue 2 pour le football, pour que ça ruisselle au niveau amateur, mais malheureusement, on en aura encore des tonnes des exemples comme ça, parce que la société se radicalise un petit peu, devient de plus en plus violente, et le théâtre du sport n'est plus suffisamment protecteur pour éviter des débordements comme cela. Et je le rappelle, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. On termine cette émission. Voilà, exactement. On termine cette émission par du rugby. Je vous vois vous réjouir autour de cette table. Hein. On va parler plus particulièrement d'un rugbyman yvelinois, le joueur du Stade français Léo Barré. Il a été appelé en équipe de France pour remplacer l'arrière du RCT Melvin Jaminet. Alors, pour le tournoi Destination et le match contre l'Irlande, le Versaillais a 21 ans. Il est bon avec son club. Faut-il le titulariser avec cette équipe de France? Oui ou non? Pas de date. Faut-il le titulariser? Si possible, on va dire si, dans les prochains mois. Dans les prochains mois quand même. Dans les prochains mois. Oui pour tout le monde. Non, pour vous, Jean, vous êtes partagé. Alors Jean, pourquoi? Alors, je suis partagé tout simplement parce que... Vous le connaissez bien, Léo Barré? Je le connais pas bien. Pierre le connaît bien, parce que c'est un Versaillais, mais je le connais pas bien. Je ne le connais pas bien. C'est vrai qu'il était dans son club, il fait une bonne saison déjà la saison dernière. Il fait un bon début de saison avec le Stade français. Il était dans son club, c'est normal. Le sélectionneur national lui donne pas le choix dans la date pour être sélectionné. Donc forcément, il l'appelle là parce qu'il y a une défection, il l'appelle. C'est à juste titre, parce que il récompense, entre guillemets, ses performances à travers son club. Donc là, il n'y a pas de problème. Après, il y a deux niveaux qui sont complètement différents. Il y a le niveau top 14 et le niveau international. Et aujourd'hui, Léo Barré est un bon joueur de top 14, mais on ne sait pas encore si ce sera un bon joueur international. Donc effectivement, il faut lui donner ça, il faudra lui donner sa chance. Parce qu'il faut savoir s'il explose ou pas, ça c'est sûr. Il va bien falloir qu'on le voit en réalité, et dans l'exercice de son talent, entre guillemets. Mais là, pour l'instant, il y est dans le groupe, et je lui souhaite qu'une chose, c'est d'être sélectionné rapidement, pour voir s'il est capable de franchir le cap, et de passer d'un bon joueur de top 14 à un bon joueur international. Nicolas Dandry, je vois que vous avez marqué quelque chose sur... Rendez-vous en Argentine, parce qu'en fait l'équipe de France va jouer une tournée d'été en Argentine à partir du mois de juillet. Léo Barré fait partie des potentiels. Alors, il pourra jouer en Argentine que si le Stade français n'est pas qualifié pour les phases finales de top 14, parce que les joueurs appelés par le sélectionneur de l'équipe de France, ce sont ceux qui ont été éliminés et qui ne sont pas en phase finale de top 14. Donc si le Stade français n'est pas qualifiés en top 14, qui pourrait être le cas, parce qu'aujourd'hui ils sont leaders du top 14, mais s'ils ne sont pas qualifiés, Léo Barré sera dans le groupe pour la tournée en Argentine, et je m'engage ici, je pense qu'il sera même titularisé à ce moment-là et connaîtra sa première sélection en Argentine, parce que Fabien Galtier, il le fait depuis déjà 4 ans.
il différencie certains joueurs. Les joueurs premium, ceux qui sont titulaires, qu'on a vu à la Coupe du Monde, et les joueurs à fort potentiel. Et les ovnis, voilà, comme on dit. Les joueurs à fort potentiel sont souvent appelés lors des tournées d'été. Et donc, Léo Barré en fait partie. Jean l'a rappelé, il fait une super saison l'année dernière. Il fait une très bonne saison cette année. Il a inscrit 2 essais face au champion de France, le Stade Toulousain, qui avait amené Léo-Antoine Dupont, Thomas Ramos, il y avait tous les joueurs alignés. Certes, ils revenaient de la Coupe du Monde, mais ils étaient là. Et Léo Barré a quand même mis 2 essais lors de cette rencontre. Donc voilà, je pense que je fais ce pari qui sera en Argentine cet été avec l'équipe de France. Pierre Chevalier, vous le connaissez très bien. Oui. J'ai joué avec son père, tout ça, etc. à Versailles. Oui, on le connaît bien, Léo. C'est un bon pur produit versaillais, couvé à l'école de rugby, et puis qui est monté petit à petit vers le Stade Français en passant par Massy, autre bon club formateur, il faut le reconnaître. Et il y a 2 choses qui jouent pour lui, pour sa titularisation. Son expérience en U18 et U20. Malgré tout, il s'est frotté certes avec des jeunes, mais au niveau international. Et puis sa polyvalence où il est capable de jouer 10, 12 ou 15. Là, il joue plutôt 15 avec... Et là, c'est le troisième élément aussi avec Laurent Labitte, qui est arrivé au Stade Français cette saison, qui doit toujours avoir des connexions avec Fabien Galtier, évidemment, côté 15 de France. Donc, il y a toutes les chances de le voir prochainement prendre sa chance en titularisation et au moins sur une feuille de match, peut-être en remplaçant d'abord, et de pouvoir... faire plus que dépanner à ce niveau-là parce qu'il est pétri de talent et qu'il est polyvalent. Grégory, est-ce que c'est un cadeau ou pas aussi d'être dans cette équipe de France en ce moment où ça tourne pas super bien depuis quelques matchs? Au contraire, il faut tester. Bah oui, il faut tester. Pour lui, bien sûr que c'est un cadeau de pouvoir peut-être s'exprimer dans cette équipe de France. Je pense que tout a été dit. Moi, je vais ajouter l'angle yvelinois, même si on a ajouté l'angle versaillais, de voir un Yvelinois pouvoir évoluer dans cette équipe de France. Pourquoi pas? Alors, sans doute pas pour ce tournoi destination. On ne sait jamais. L'Italie, l'équipe qui est peut-être la plus faible de cette compétition. Attention. On verra lors de ce match face à Lille. Attention, l'émission touche bientôt à son terme. Vous allez vous retrouver dans les loges. Non, mais voilà, pour moi, le sport, c'est une forme de mérite. Et c'est vrai que sur cette saison, la saison dernière, il a déjà été très bon. Cette saison, il a très bien débuté. Il a fait parler de lui en Coupe d'Europe avec cet essai de 80 mètres inscrit face au Leicester. Donc voilà, on commence à parler de plus en plus de lui. Et je pense que ça pourrait être une juste récompense de le voir très prochainement avoir sa chance quand même avec l'équipe de France. Lui qui a eu déjà de l'expérience dans les équipes de France de jeunes, avoir de l'expérience avec l'équipe, une chance avec l'équipe de France A, je pense que c'est mérité. Bon, Grégory, Nicolas, vous allez pouvoir vous expliquer dans les loges parce que c'est déjà la fin de cette émission. Désolé, Nicolas, vous vouliez rajouter quelque chose? Rapidement, je conclue. Très rapidement, vous avez 5 pour secondes. Avoir discuté avec lui et échangé à ce propos. Focus Stade Français, en plus il a la tête sur les épaules, il est focus Stade Français. Si les performances sont là avec le Stade Français, forcément il sera appelé avec l'équipe de France. Un peu plus de 10 secondes. Alors on va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui je vous propose une citation du pilote de Formule 1 Lewis Hamilton qui va rejoindre donc Ferrari. Les enfants, croyez en vos rêves même si c'est impossible. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.